Alors, je vous propose qu'on commence la journée donc avec une première présentation. Et donc, comme il l'a dit tout à l'heure, une première présentation de Benjamin Gage, qui aura l'occasion d'intervenir à deux moments et qui va donc, pour l'instant, faire une introduction, je dirais, un petit peu plus générale. Il s'est présenté tout à l'heure, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Benjamin est donc chercheur à l'INRIA à Lille et il est également au University College de Londres, où il est actuellement. Je crois que donc il nous rejoint depuis l'Angleterre. Et donc, c'est un spécialiste de l'apprentissage machine. Et donc, il va un petit peu nous présenter ces choses-là ce matin. Voilà. Merci, Benjamin. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Donc, je vais effectivement vous présenter lors de ce premier talk je dirais un panorama de l'intelligence artificielle et je vais en particulier faire un petit focus sur le rôle qu'ont les théoriciens, puisque je pense que sur la journée, on va beaucoup parler d'algorithmes, on va beaucoup parler d'applications, on va beaucoup parler de succès empirique. Je voulais donc commencer avec un petit encart théorique, puisque je suis mathématicien et je suis moi plutôt du côté théorique du machine learning, mais vous allez voir qu'il y a des connexions bien sûr essentielles avec l'algorithmique et en particulier avec les applications, puisque la thèse que je veux défendre lors de ce premier talk, c'est que ces trois domaines se nourrissent l'un l'autre, bien sûr, et une théorie solide est indispensable pour bien comprendre ce qu'on fait en machine learning et en intelligence artificielle. Alors, en prélude, je voulais simplement aussi recadrer un petit peu les choses. Le petit quiz a été très utile, je pense, pour démystifier, comme le disait Vincent à l'instant, un certain nombre de croyances sur l'intelligence artificielle. Donc, d'un point de vue, je dirais, académique et un peu fondamental, voilà comment moi je vois les choses. C'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'en faire une exhaustive, mais c'est peut-être pour déclencher un peu la discussion. Donc, l'intelligence artificielle générale, ou en anglais AGI, Artificial General Intelligence, c'est une entité qu'on espère capable de pouvoir interagir et coexister à la fois avec l'environnement physique, je dirais solide, et l'environnement humain et vivant. Et donc, il y a un certain nombre de tâches qu'on souhaite pouvoir réserver à l'intelligence artificielle et certaines sont déjà d'assez beaux succès empiriques. Donc, pouvoir répondre à des instructions, par exemple, pouvoir suivre un certain nombre de directives, pouvoir initier de nouvelles décisions en fonction de l'environnement. En apprentissage par renforcement, il y a une grande catégorie d'algorithmes qui sont vraiment formés à ça. Il y a depuis quelques années un intérêt tout particulier pour l'explicabilité de l'IA, explainability en anglais, qui est de pouvoir justifier les actions qui ont été prises. Il y a un aspect très boîte noire dans les algorithmes de machine learning qui est décrié à raison, je pense. Et donc, je dirais que c'est l'une des directions, en tout cas, extrêmement pertinentes en ce moment. Le fait de pouvoir ensuite répondre à tout un ensemble de règles, mais ces règles qui elles-mêmes sont susceptibles d'évoluer, de pouvoir finalement reconnaître son environnement à travers à la fois des sens, que je mets entre guillemets, donc des capteurs par exemple, et pouvoir interagir encore une fois avec eux. Donc voilà pour un message là encore, très très haut niveau. Et cette intelligence artificielle, vous pouvez l'imaginer comme étant intégrés dans des agents physiques, donc des robots, des véhicules. On parle beaucoup de voitures intelligentes depuis de nombreuses années, même si on n'y est pas encore tout à fait. Et on peut également imaginer simplement une IA qui soit, je dirais simplement une couche software, donc à des devices qu'on a déjà, je pense en particulier aux smartphones qu'on possède à peu près tous, ou à des outils un petit peu augmentés finalement. Voilà, donc j'en arrive un petit peu à cette notion que l'intelligence artificielle, finalement, je pense que vous l'avez pressenti, elle ne peut pas être programmée en dur. Et donc, il y a toute une phase d'apprentissage, et j'en arrive maintenant au machine learning, et donc à l'apprentissage machine, qui est une composante de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de recouvrement entre les deux disciplines, ils sont parfois confondus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apprendre à partir d'exemples précédents, ou de tâches précédentes, ou de situations précédentes, et d'adapter le comportement en fonction. Et donc, ça fait intervenir en fait un grand nombre de disciplines scientifiques dont je ne fournis ici qu'un échantillon. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif ici. Mais donc, moi, je viens plus particulièrement du monde qui est symbolisé par les quatre premiers cercles, donc statistique, apprentissage automatique, optimisation et théorie de la probabilité, puisque c'est ma formation. Mais néanmoins, il y a encore une fois tout un
un grand nombre de disciplines qui sont directement concernées par l'intelligence artificielle. Et donc, parmi les très nombreuses tâches qui sont, je dirais, sur la feuille de route un peu pour obtenir une intelligence artificielle de manière très générique et très générale, le point sur lequel moi je me concentre tout particulièrement, ainsi que mon équipe, c'est la phase d'apprentissage, et en particulier la phase d'apprentissage plus de prise de décision. Ça, c'est le module, je dirais, un petit peu fondamental sur lequel on se concentre. Et donc, là aussi, de manière un peu schématique, le processus d'apprentissage, il est bien évidemment alimenté par des données, donc par des situations, et il nourrit bien sûr le processus de décision, mais qui lui-même permet d'obtenir ensuite un feedback de l'environnement, et qui donc typiquement génère de nouvelles données. Donc vous voyez que c'est un cercle, alors qu'on espère vertueux, bien sûr, et qu'au fur et à mesure qu'on accumule des données, l'algorithme d'apprentissage va être de plus en plus performant, donc selon une métrique qu'il faudra bien définir, et ça j'en parlerai dans un instant. Voilà, j'en reviens au claim que je faisais tout à l'heure, qui est que tout ceci est bien sûr extrêmement connecté. Et donc, je mets sur la gauche de cette slide les théoriciens, donc dans lesquels je me range, les inventeurs des algorithmes, et plus particulièrement les utilisateurs de ces algorithmes, qui sont de plus en plus nombreux depuis une dizaine d'années. Et je crois que la connexion entre les trois grands domaines devrait être très poreuse, finalement. Elle n'est pas toujours. Et encore une fois, j'essaie de lutter un petit peu contre le cliché du mathématicien dans sa tour d'ivoire, alors qui n'est pas spécifique aujourd'hui à l'application à l'intelligence artificielle, mais qui est un cliché qu'on a peut-être un petit peu tous en tête. Et je crois au contraire que les progrès vraiment dans ces disciplines, ils s'opèrent parce que les gens collaborent, les gens travaillent ensemble, et parce que des considérations qui sont liées à l'utilisation d'algorithmes de machine learning peuvent nourrir la théorie et inversement. Tout ça est connecté à ce que j'appelle le monde sensible. Et donc, par monde sensible, j'entends le monde qui génère des données. La big picture, je vais faire beaucoup d'anglicismes, excusez-moi, mais enfin, là où je me situe, ce ne sont pas des anglicismes, hein, donc je me permets. J'ai l'habitude de donner cette présentation en anglais, par ailleurs, je crois que c'est la première fois que je la donne en français. Donc, le tableau général, je crois qu'on peut le traduire comme ça, c'est qu'il faut bien sûr une coordination très forte entre ces différents domaines scientifiques que je mentionnais à l'instant. Et donc, la contribution plus particulièrement des théoriciens, et en particulier des mathématiciens et des informaticiens, c'est d'essayer de comprendre, à la fois de comprendre et de construire de nouveaux systèmes d'apprentissage en s'appuyant, donc encore une fois, sur la probabilité, l'optimisation, l'apprentissage profond, j'en dirai un mot, ce qu'on appelle les computational statistics, donc tous les algorithmes qui permettent d'échantillonner des données, de l'apprentissage par renforcement que j'ai mentionné déjà. Et donc moi, à titre personnel, là, j'en ai terminé avec la vision très haut niveau et très générique. J'en arrive maintenant à mon obsession personnelle depuis plus de 10 ans maintenant, qui est de repenser ce qu'on appelle la généralisation en machine learning. Donc, je vais vous en dire un mot maintenant. La thèse que là aussi je veux défendre, c'est que apprendre, ça consiste à savoir généraliser. Et je vais expliquer ce claim dans un instant. Vous avez probablement tous déjà vu ce genre d'image. Donc ça, c'est directement issu de Wikipédia. Sur ce genre d'image, typiquement, la tâche consiste à séparer les points bleus des points rouges. Bon. Il se trouve que la véritable frontière, c'est la ligne noire que vous avez ici. Et un mécanisme un petit peu naïf consiste à tracer la ligne verte, qui, elle, permet de séparer absolument parfaitement les points rouges des points bleus. Et ça, c'est généralement une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que ce que vous faites en suivant cette ligne verte, c'est mémoriser absolument les données que vous avez déjà collectées. Donc, c'est un phénomène bien connu en statistique et en machine learning qui s'appelle l'overfitting ou le surapprentissage. Et ça consiste à vraiment copier-coller absolument ce que vous avez déjà observé. On a tous été à l'école, on a tous peut-être au moins essayé de tricher une fois à un contrôle ou à un examen. La solution qui consistait à copier exactement sur le voisin, c'était pas forcément toujours la bonne, en particulier si le voisin était mauvais. Et de manière un peu plus générale, pour pousser un peu l'image, si pour vous préparer à un contrôle ou à un examen, vous avez appris par cœur absolument tous les contrôles et tous les examens des 10 années précédentes, et que c'est l'un de ces sujets-là qui tombe, vous allez très bien vous en sortir. Si c'est un tout nouveau sujet, vous allez complètement échouer parce que vous n'avez fait qu'apprendre exactement les données que vous avez déjà collectées sans comprendre et sans savoir généraliser à partir de ces données. Voilà, donc ça, c'est vraiment le phénomène d'overfitting qui est, encore une fois, une chose qu'on souhaite éviter à tout prix en statistique et en machine learning. Et donc, la généralisation, c'est vraiment la
possibilité de pouvoir bien réagir, de pouvoir bien apprendre à partir de données que vous n'avez pas encore vues. C'est ça la généralisation. Et donc, je dois mentionner ici qu'un certain nombre des slides que je présente ce matin sont directement inspirés d'un tutoriel que j'ai donné avec John Schottler, qui est l'un de mes collègues à Londres, à ICML, qui est l'une des grandes conférences mondiales en machine learning. Et donc, vous pouvez avoir accès à la vidéo et aux slides en suivant ce lien. J'en arrive à donc le peu de notation que je vais utiliser pendant mon talk, qui est rassemblé ici. Donc, un algorithme d'apprentissage, c'est simplement une fonctionnelle A qui avale des données et qui renvoie une fonction. Cette fonction, elle consiste à pouvoir, donc je vais souvent l'appeler hypothèse, comme c'est classique dans la littérature en machine learning. Et donc, cette hypothèse, elle consiste, quand vous lui donnez un input, que je vais appeler X, mettons, à pouvoir imiter au mieux l'output qui, lui, va être plutôt noté Y. Donc, typiquement, si vous pensez à l'exemple que j'avais sur la slide précédente, l'input, c'est la position du point, l'output, c'est est-ce qu'il est bleu ou rouge, et je cherche la meilleure fonction H qui permette de prédire la bonne couleur en fonction du point que je vais avoir. Donc pour ça, on aura souvent un échantillon S de M, donc qui est une collection, une réplication en fait de ces points-là. On va souvent supposer qu'ils sont indépendants, identiquement distribués. C'est l'hypothèse classique en statistique. Mais sachez qu'on a aujourd'hui un certain nombre de moyens pour relâcher cette hypothèse. On ne connaît évidemment pas la vraie loi des données, sinon il n'y aurait pas de problème d'apprentissage. Et donc, à partir de ça, à partir de cette collection de points et de cette collection de points uniquement, on va chercher à comprendre ce qu'on peut raconter. Donc, la formalisation de la généralisation, la notion de généralisation que je disais à l'instant, ça se fait souvent à travers une fonction de perte, donc petit l sur cette slide. Et la fonction de perte, elle mesure simplement la dissimilarité entre la vraie valeur de l'output que j'ai, le y, et ce que j'en prédis, c'est-à-dire le h de x, mon hypothèse évaluée en un certain point x. Ça, c'est une quantité aléatoire, puisque x et y sont des quantités aléatoires. Et donc, pour pouvoir les comparer entre elles, ces mesures de risque, pour des hypothèses différentes, on va utiliser deux quantités, une quantité empirique, qu'on peut calculer directement, donc qui est simplement la moyenne de ces erreurs-là sur l'échantillon que vous avez collecté, et la contrepartie théorique, qui est l'espérance au sens mathématique de cette quantité-là. On n'y a pas accès, mais c'est en réalité la seule vraie quantité qu'on aimerait pouvoir contrôler. Et donc, j'en ai terminé après cette slide avec la notation. Mais donc, ce qui nous intéresse, c'est cette quantité que j'appelle le generalization gap, que je ne sais pas traduire en français, qui est la quantité qui répond à la question si j'ai une hypothèse H qui fonctionne bien sur le jeu de données que j'ai déjà collecté, est-ce que ça va bien se passer sur un nouveau jeu de données? Si demain je collecte un nouveau jeu de données pour la même tâche, est-ce que mon hypothèse H, elle va être performante? Et donc, je dirais que l'essentiel de ma recherche depuis plus de 10 ans, ça a été de m'intéresser à ce qu'on appelle des bornes supérieures sur cette quantité-là, et donc des contrôles théoriques fins, en tout cas le plus fin possible, bien sûr, c'est ce qu'on espère, sur la performance de ces hypothèses et de ces algorithmes. Donc, tout ceci arrive avec un certain nombre de saveurs qui peut être dépendant à la fois de la distribution sous-jacente des données que vous avez ou des algorithmes que vous considérez. Et plus particulièrement, et c'est ma dernière slide mathématique, plus particulièrement, je me suis intéressé à un cadre qui s'appelle le cadre PAC. Alors, PAC a le bon goût de s'écrire de la même façon à la fois en français et en anglais. C'est Probably Approximately Correct, ou en français, probablement approximativement correct. Alors, ça peut paraître curieux, mais c'est un cadre de l'apprentissage statistique qui permet en fait de donner des caractérisations de la performance des algorithmes d'intelligence, enfin de machine learning et donc d'intelligence artificielle en fonction de leur performance sur des jeux de données futurs. Et donc, si je traduis cette équation en langage courant, ce que je dis, c'est qu'avec une probabilité arbitrairement grande, la performance de mon hypothèse H, c'est-à-dire ce generalization gap dont je parlais, elle va être majorée par un terme que je saurais contrôler, qui est donc un terme de complexité et qui va se comporter comme quelque chose qui va décroître avec le nombre de données que vous allez accumuler. Plus vous accumulez des données, et plus la performance devrait être bonne, mais qui va croître avec la complexité de votre problème. Plus votre problème devient difficile, et plus cette quantité va croître. Voilà. Donc ça, c'est le cadre PAC qui remonte au milieu des années 80. Hein, c'est Leslie Valiant qui introduit le terme. Et la petite niche sur laquelle moi je me suis plus directement spécialisé, c'est ce qu'on appelle la théorie PAC-Bayes, qui consiste à prouver des bornes de généralisation PAC sur non pas des hypothèses, mais des distributions sur les hypothèses. Et donc c'est une sorte de méta-approche par rapport à ce que je viens de décrire. Voilà.
Donc maintenant, pour revenir sur une discussion peut-être un peu plus haut niveau, encore une fois, c'est l'objet de ce premier talk, les bornes de généralisation, ce que je souhaite défendre, c'est que ce sont des garde-fous, je crois qu'on peut traduire ça comme ça, et donc, en ce sens, elles donnent des théories garantiques sur la performance d'algorithmes, alors que ces algorithmes n'ont peut-être même pas encore été implémentés, par exemple. Donc ça, c'est un premier point. Et ce que je veux dire par là, c'est que la théorie peut guider, avant même d'implémenter des algorithmes pour une tâche particulière, la théorie peut guider les performances de ce futur algorithme et expliquer en particulier pourquoi il va fonctionner ou ne pas fonctionner en fonction de la situation. Maintenant, j'en arrive à l'apprentissage profond que je mentionnais tout à l'heure. Il y a une discussion dans la communauté depuis 3-4 ans sur le fait que les succès du deep learning sont en fait parfois assez contradictoires avec ce que la théorie nous enseignait jusqu'ici. Et donc, il est légitime de se demander si le deep learning casse complètement cette théorie ou si au contraire, le deep learning va provoquer une mutation un petit peu de la théorie pour essayer de comprendre un peu son comportement. Ce que j'entends par là, c'est que les architectures à base de réseaux de neurones profonds, assez souvent, atteignent en fait une erreur d'apprentissage qui est nulle ou virtuellement nulle. Et donc ça, tout bon statisticien devrait bondir et se dire que c'est très mauvais, puisque c'est un signe fort de surapprentissage. Et en réalité, c'est pas ce qui se passe. Les architectures de réseaux de neurones profonds arrivent à généraliser, en tout cas sur des tâches simples. Et donc, ça, c'est une figure qui est aussi assez classique en statistique, qui consiste à, en fonction de la complexité de la classe d'hypothèses que vous vous êtes donnée, à représenter le risque. Et donc, il y a ce qu'on appelle un sweet spot, quelque part, sur cette courbe, qui est le point où on obtient la complexité un peu optimale, je dirais, du problème, et en particulier le risque le plus faible. Et donc, le risque d'apprentissage, lui, va décroître assez naturellement vers zéro, mais au fur et à mesure qu'il décroît vers zéro, quand on accumule des données et qu'on enrichit la classe des hypothèses, eh bien, le risque de test, lui, risque d'exploser, puisque si vous êtes en surapprentissage, vous allez très mal vous comporter sur de nouvelles données. Et en réalité, c'est peut-être pas tout à fait ce qui se passe. Donc peut-être que ce qu'on connaissait jusqu'ici n'était que la moitié de l'image. Et donc l'autre moitié sur la droite ici que vous voyez représentée, c'est issu d'un article de Misha Belkin et de ses co-auteurs. Eh bien, la conjecture, c'est qu'il y a peut-être un régime d'interpolation en fait, qui permettrait d'expliquer les performances en généralisation pour des architectures de réseaux de neurones. Un autre exemple sur lequel je voudrais insister, en particulier pour les aspects liés à la représentation, c'est tout un champ de l'apprentissage qu'on appelle representation learning. Et vous avez ici un problème, donc, qui est un problème très simple, hein, il s'agit d'un puzzle. Et donc, quand vous demandez à un ordinateur de résoudre ce puzzle, donc il part des pièces et vous lui demandez de reconstituer l'image complète, on peut y arriver de façon brutale en testant toutes les combinaisons. On a la puissance combinatoire pour pouvoir l'envisager. Mais vous voyez bien qu'un humain, en fait, irait beaucoup plus vite, en tout cas, fonctionnerait de manière beaucoup plus efficace, puisque si vous savez que le puzzle représente une voiture, une fois que vous avez trouvé les 4 roues, par exemple, le reste de la voiture est assez simple à pouvoir assembler. Et donc, ce que je veux illustrer par là, c'est qu'il y a une notion de représentation qui est assez fine, finalement, qui n'est pas caractérisée aujourd'hui par les algorithmes de machine learning, ou très mal, et qui, me semble-t-il, mais encore une fois, c'est ma thèse personnelle, me semble-t-il, est indispensable dans le processus d'apprentissage, en tout cas chez les humains. Je vais conclure avec, je fais attention au temps, je ne vais pas déborder, je vais conclure avec une petite fable de deux learners, de deux apprenants. Le premier est un réseau de neurones profonds, donc vous avez probablement tous déjà vu ce type d'architecture. Et les réseaux de neurones profonds, aujourd'hui, pour des tâches simples, ont des performances qui sont virtuellement parfaites. Typiquement, si vous entraînez un réseau convolutif et que vous lui demandez de reconnaître un élément dans une image, disons un cheval, vous allez avoir une performance qui va être de l'ordre de 99,9%. Une fois que vous avez accumulé suffisamment de données, généralement, les choses vont très bien se passer. Évidemment, c'est très cher, hein, puisque vous avez besoin typiquement de millions d'images annotées de chevaux. Donc, c'est extrêmement complexe, extrêmement coûteux. Le fait d'entraîner aussi le réseau neuronal est très cher, puisque vous avez besoin d'architecture logicielle qui soit performante. On aura un petit peu plus tard dans la journée une présentation des moyens du GenC, mais si vous n'avez pas accès à GenC, par exemple, vous n'avez simplement que votre laptop, il y a des tâches qui sont absolument insurmontables. Et dans les grands succès du machine learning aujourd'hui, il y a un certain nombre de modèles, en particulier de langage, qui ont été abondamment commentés dans la littérature ces dernières semaines. L'ordre de grandeur pour entraîner ces réseaux, c'est plusieurs millions de dollars par jour.
Donc, c'est des coûts qui sont absolument faramineux. Donc, voilà pour le premier learner. Ici, vous avez le deuxième learner, donc ma fille, qui avait 2 ans et demi sur cette image, c'était il y a quelques mois. On pouvait encore sortir. Donc, je suis assez fier et heureux de reporter qu'elle aussi, elle identifie les chevaux avec une accuracy qui vise les 100%. Elle ne s'est jamais trompée jusqu'ici. Et l'échantillon d'apprentissage, il est dramatiquement opposé, puisqu'il s'agit de quelques petits livres pour enfants, de quelques histoires, de quelques dessins, très mauvais, puisque je dessine très mal. Mais ce que je veux illustrer avec cette petite histoire, c'est que on est en train d'entraîner des algorithmes de machine learning, et en particulier des réseaux de neurones profonds, avec des volumes de données qu'un humain ne verra jamais dans sa vie entière. Donc, d'une certaine manière, on réagit aussi un petit peu de façon brutale, comme je le disais. C'est comme pour le problème du puzzle, on fait les choses de façon extrêmement brute force, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus fin, en tout cas dans la représentation, qui permettrait de guider un petit peu la théorie. Je mentionne également que l'entraînement est extrêmement coûteux, plutôt en énergie qu'en argent. Donc, je reviens à ma figure initiale et je conclurai là-dessus. Apprendre, c'est être capable de généraliser. C'était la thèse que je défendais en introduction de ma présentation, mais pas de zéro. Voilà, c'est ça le point. C'est que l'intelligence artificielle générale, elle ne peut pas être aveugle au contexte, elle ne peut pas être aveugle aux problèmes que vous cherchez à résoudre. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Le gros du travail qui s'effectue aujourd'hui dans mon équipe, et donc dans le cas du laboratoire joint entre INRIA et UCL, c'est cette volonté de pouvoir incorporer de la structure et de l'information, en tout cas de la qualité sémantique dans l'information, pour essayer de comprendre quelles sont les représentations apprises par le monde sensible. Quand ma fille reconnaît un cheval avec 3 points de données exactement contre plusieurs millions pour un réseau de neurones, c'est parce qu'elle a une représentation interne de ce qu'est un cheval, qu'elle comprend qu'un cheval, c'est pas très loin d'un zèbre, par exemple. Et si elle connaît déjà un zèbre, ça lui permet de mieux comprendre ce que c'est qu'un cheval, etc., etc. Donc, ce sont des exemples très simples, des exemples un petit peu jouets, mais qui, je pense, sont importants pour essayer de comprendre quel est aujourd'hui l'état de l'art en machine learning, quelles sont les limitations, parce qu'encore une fois, on fait face à des limitations. Pouvoir reconnaître un objet dans une image avec une précision parfaite, c'est formidable, mais s'il faut plusieurs centaines de milliers de dollars et ou plusieurs millions de points de données pour y arriver, c'est pas encore tout à fait là où on souhaite se situer, je pense. Et donc, il y a ce besoin d'essayer de comprendre quel type de représentation fine est comprise par les êtres vivants pour pouvoir être ensuite transférée à d'autres tâches d'apprentissage. Et donc ça, c'est un petit peu le Graal, c'est un petit peu la direction, en tout cas dans laquelle on met beaucoup d'efforts et de ressources, et donc d'aller vers des algorithmes qui sont un petit peu plus intelligents, un peu plus efficaces aussi. Il y a un certain nombre d'inquiétudes qui montent aujourd'hui autour du machine learning sur son coût énergétique et environnemental, et auquel moi je suis très sensible à titre personnel. Et donc aller vers des algorithmes qui, comme les humains et les êtres vivants, n'auraient besoin que de quelques points ou quelques dizaines de points pour apprendre plutôt que de plusieurs millions, ça c'est quelque chose qui est un game changer. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que c'était une direction de recherche, en tout cas, qui était passionnante, qui intéresse, encore une fois, beaucoup les théoriciens d'abord, mais qui, je pense, aura des répercussions très fortes vers à la fois ceux qui conçoivent les algorithmes et ceux qui les utilisent. Et donc, si ce sujet vous intéresse, voici quelques petites références. Donc, le tutoriel ICML qu'on a fait donc, il y a 2 ans maintenant, dont je parlais tout à l'heure, un livre de Leslie Valiant aussi qui prolonge un petit peu ces réflexions autour des algorithmes d'apprentissage, en particulier dans le monde vivant. Donc, je mentionne les 2 structures dans lesquelles moi j'ai la chance d'opérer ma recherche, qui est donc le Centre d'intelligence artificielle de UCL, donc vous avez le lien ici, et le laboratoire joint donc avec INRIA qu'on inaugure lundi. Donc, ce sont des nouvelles toutes fraîches. Voilà, je vous remercie et je te rends la parole, Vincent. Merci Benjamin. Juste une petite précision pour ceux qui souhaiteraient prolonger la discussion après les échanges qu'on va avoir rapidement. Il sera possible à la pause de vous connecter sur des salles privées, entre guillemets, et au cours desquelles donc, les différents intervenants qui précéderont cette pause, pardon, et ce sera la même chose pour toute la journée, eh bien, pourront répondre à vos questions. Peut-être je dirais, à l'exception de Mathieu Rosenbaum qui, une fois après sa présentation, a cours, donc il ne pourra pas, malheureusement, je pense, être disponible à ce moment-là. On verra comment on peut faire. Voilà. Donc, peut-être, Amandine, si tu veux animer les échanges, s'il y a des questions.
Donc concrètement, s'il y a des questions, vous levez la main et on vous donne le micro. Bon, alors, moi, sinon, je vais en poser une en attendant que les questions se décident. On a vu dans le petit test tout à l'heure, il y a quand même un des grands sujets qui pose question, c'est le côté psychologie, ou est-ce qu'on peut, de quelle manière on peut, avec l'intelligence artificielle, avoir accès à des informations qui sont plus en lien avec l'humain, c'est-à-dire la psychologie, la prise de décision, ce genre de choses. Parce que quand on voit ta figure avec, je ne sais plus si c'était bleu et rouge, ou j'ai oublié les couleurs, voilà, on imagine bien qu'il y a une frontière. Maintenant, quand on discute en tout cas avec des gens du milieu du sport, enfin c'est mon expérience, la grande frilosité est sur le côté psychologique en disant mais comment vous pouvez modéliser la psychologie, comment vous pouvez modéliser une décision, comment est-ce que des mathématiques, machine learning, des équations, des choses comme ça peuvent donner accès à quelque chose d'aussi imprévisible qu'une décision de la psychologie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Absolument, je te remercie de ta question, c'est vraiment un très bon point. Et alors, il y a deux niveaux de réponse en fait à ta question. Le premier, c'est que tous les phénomènes qui génèrent des données, par définition, peuvent être modélisés d'un point de vue statistique. Et donc, si on peut le modéliser d'un point de vue statistique, eh bien, généralement, on peut apprendre des quantités à partir de ça. Et c'est ce que fait le machine learning et la théorie de l'apprentissage statistique. Maintenant, que ce soit dans le monde du sport ou dans d'autres domaines, il y a effectivement une part d'imprévisibilité qui, à nous, humains, semble extrêmement naturelle. Et c'est parfois difficile de comprendre comment une machine peut essayer d'incorporer cette imprévisibilité. Il y a une théorie, alors qui est en réalité assez ancienne, qui d'ailleurs part du Royaume-Uni, qui s'appelle la théorie bayésienne, et qui sert précisément à essayer de quantifier ces incertitudes et à, d'une certaine manière, randomiser la prise de décision, y compris la part de la machine. Et donc, je mentionnais tout à l'heure le cadre PAC dans lequel moi s'inscrivent mes recherches, et la petite niche dans laquelle je me suis tout particulièrement spécialisé, c'est les théories PAC-Bayes. Donc, le nom bayésien dans cette théorie, précisément, fait appel à une mesure de l'incertitude. Et donc, ce sera également le cas dans le deuxième talk que je donnerai tout à l'heure. On peut dire à une machine de, par exemple, randomiser ses prédictions. Typiquement, si je reprends cet exemple des points rouges et des points bleus, la vraie frontière ici, c'est la frontière noire, mais il y a des points qui sont de part et d'autre de cette frontière qui ne devraient pas y être. Et donc, il y a une part d'aléatoire dans ces processus-là. Quand on cherche à prédire la performance sportive, par exemple, on le prédit souvent avec des outils qui viennent du monde stochastique, donc avec des outils qui sont aléatoires, puisqu'il y a une part d'imprévisibilité qui n'est pas prévisible à la fois par l'humain et par la machine. On peut très bien s'entraîner et puis mal performer le jour J, parce qu'il peut y avoir tout un tas de choses qui n'est pas, peut-être même pas du domaine du conscient pour l'humain. C'est difficile de mettre des mots sur ce qui a conduit à la mal-performance. C'est pas possible peut-être non plus pour la machine. Ce que je veux dire par là, c'est que on a les outils mathématiques pour incorporer cet aléa et incorporer cette indécision et cette imprévisibilité. Tout l'enjeu, c'est de la quantifier. Et donc, typiquement, si on prédit, on pourrait imaginer un algorithme de machine learning qui prédit de façon totalement aléatoire, sans même regarder les points qui lui sont donnés. Évidemment, la performance va être très mauvaise. À l'autre extrême, l'algorithme qui consiste à recopier exactement les données qu'il a déjà vues, c'est le surapprentissage que je mentionnais. Entre les deux, ce qui est souvent une bonne idée, c'est de randomiser certaines prévisions de l'algorithme. C'est-à-dire que 1%, 5%, 10% du temps, quand l'algorithme va faire une prévision, eh bien, on va lui rajouter un petit bruit aléatoire. On va essayer de rajouter un petit peu d'aléa et un petit peu d'indécision là-dedans. Et c'est souvent la manière dont certains grands algorithmes fonctionnent. Je pense en particulier aux architectures de réseaux de neurones profonds, qui opèrent souvent avec des perturbations aléatoires, des poids sur les différentes couches de neurones. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, en tout cas, alors, je vois qu'il y a une question, donc Franck. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Benjamin. J'avais une question, moi, sur
c'est vrai que les réseaux de neurones, le machine learning conduisent souvent à ce qu'on appelle des boîtes noires. On n'est pas capable d'expliquer les prises de décision. Dans le domaine du sport, de la biomécanique, de l'analyse du mouvement, etc., on aimerait bien pouvoir, à un moment donné, expliquer pourquoi cette décision est prise, pourquoi est-ce que c'est plutôt lui qui va être le futur médaillé olympique plutôt que tel autre, par exemple, pour anticiper un peu sur ton futur talk. On en est où aujourd'hui de l'explicabilité de ces réseaux? Alors, si ce que tu as en tête, c'est tout particulièrement les réseaux de neurones profonds, je dirais qu'il y a un trade-off, un compromis entre la complexité du réseau et son explicabilité. C'est-à-dire que si on imagine le cas assez pathologique où finalement il y a 0 couche cachée dans le réseau, il y a simplement une couche d'entrée et une couche de sortie, ça c'est un modèle linéaire et donc c'est le modèle qu'on sait manipuler en statistique depuis plusieurs décennies, si ce n'est pas plus. Et donc on sait parfaitement expliquer quels sont les effets de telles variables. On sait expliquer que la performance aux 100 mètres le lundi, elle dépend de la performance à l'entraînement le dimanche, plus 3 fois la performance le samedi, moins 2 fois la performance le vendredi. On sait avoir ce genre de règles un petit peu heuristiques qui permettent de comprendre exactement comment se comporte la variable de sortie. Au fur et à mesure qu'on rajoute des couches, cet aspect-là est perdu. Donc, je pense que c'est un peu illusoire de chercher à expliquer de façon mécanique ou presque mécanistique le comportement de réseaux de neurones de très grande taille. On parle de plusieurs centaines, milliers, millions peut-être de couches cachées, avec à chaque fois un nombre de neurones qui peut être de l'ordre du million ou plus. On n'y arrivera pas. De la même façon qu'en physique, on a besoin des principes de la thermodynamique pour expliquer le comportement de gaz, par exemple, et qu'on ne peut pas le faire de façon mécaniste, atome par atome. Donc, je pense qu'il y a d'autres stratégies qui permettent d'expliquer le comportement et en tout cas les prises de décision qui sont suggérées par le machine learning. Et je crois que là aussi, l'aspect bayésien est très prometteur puisqu'il incorpore en fait toute une part d'aléas qui est consubstantielle, je dirais, vraiment à la modélisation statistique. Et c'est une façon d'expliquer par les distributions plutôt que par les raisonnements. Ce que je veux dire par là, c'est que expliquer que la performance au 100 mètres va être de tant de secondes, par exemple, c'est parfois difficile à justifier, alors que expliquer que l'algorithme de machine learning indique une plage de performance qui va de tant de secondes à tant de secondes avec un indice de confiance, ça permet déjà un petit peu plus d'appréhender ce que la machine a extrait des données et ce que l'algorithme suggère en fait comme comportement. Puisqu'encore une fois, il y a une part d'aléa. Et cette part d'aléa, elle échappe complètement à la prédiction, à la fois pour l'humain et pour la machine. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'avais vu des collègues aussi qui avaient tendance à mettre du bruit un peu sur l'entrée pour voir en quoi ça changeait la prise de décision à la sortie, pour essayer de mieux comprendre l'influence de chaque paramètre. Donc, on voit bien qu'on est loin encore de ça et c'est un peu frustrant pour nous, chercheurs en biomécanique ou en analyse du mouvement, où on a envie de dire, bah oui, le réseau prédit vachement bien en fait les efforts musculaires ou les choses comme ça. J'aimerais bien comprendre, quoi. Voilà, j'aimerais bien comprendre pour en tirer des lois. Et aujourd'hui, on est un peu frustré par ça. Absolument. Et ce que tu dis sur le fait de perturber éventuellement même les données d'entrée, il y a toute une littérature qui s'intéresse à ça. Donc, c'est la data augmentation qui consiste. Alors, c'est des expériences qui sont même assez amusantes parce que ça, c'est assez sympa, je trouve, à présenter. Quand on apprend à un réseau de neurones à reconnaître une image, un élément dans une image, mettons, et qu'il y arrive parfaitement, il suffit ensuite de perturber très légèrement l'image initiale, typiquement rajouter un pixel blanc quelque part dans l'image, et ça peut absolument briser complètement toutes les performances de prévision du réseau de neurones. Ça, c'est des phénomènes qui sont connus et donc auxquels ces architectures-là sont assez peu robustes, finalement. Donc il y a là aussi tout un pan de la discipline qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'entraînement adversariel des réseaux de neurones, qui consiste à essayer de les piéger sciemment et de trouver en tout cas des parades pour essayer d'être un petit peu plus robuste à la corruption des données en particulier. Donc ça, tout ça, ça obéit un petit peu à la même logique, je dirais. Et il y a de très grands pas qui sont faits en direction de l'explicabilité, donc à la fois avec des approches bayésiennes, des approches qui ne le sont pas. Mais je pense qu'en tout cas, ouais, il y a beaucoup de choses à faire et c'est une direction de recherche qui est passionnante et qui, encore une fois, à mon sens, ne doit pas uniquement intéresser les théoriciens, mais vraiment tout le monde. Ok, merci.